Donc il existe le burn-out, le bore-out, le brown-out. Pourquoi selon toi on est si nombreux à être épuisés, même si on travaille assis dans un bureau? En fait, si on commence déjà par juste reprendre les bases et ce que ça veut dire le burn-out. En fait, le burn-out, il y a du trop. Donc on fait trop, on est trop sous pression, on est trop stimulé, on ne sait plus où mettre la tête, donc on est totalement overwhelmed, c'est surchargé. OK. Et en fait, pour le bore-out, en fait, c'est là où il y a du vide. C'est-à-dire qu'on a un potentiel et que ce potentiel-là n'a pas été utilisé à son maximum. Donc on s'ennuie, on n'a pas de tâches stimulantes. Voilà, on est là et on fait rien au travail ou on fait quelque chose qu'on n'aime pas vraiment. Mmh. Le brown-out, en fait, c'est encore une autre dimension. C'est quand on n'est plus du tout aligné avec nos valeurs. C'est-à-dire, on a certaines valeurs, certains principes, et on fait quelque chose qui ne colle pas à nous. Mmh. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, je suis passée par les 3 phases. C'est, le burn-out où, je travaillais, je m'acharnais, il y avait du trop, je faisais trop. Après je cherchais un job, donc j'ai trouvé un job, qui était pour moi, c'est du bore-out parce que, voilà, j'étais là, mais je faisais des tâches qui, voilà, c'était pas vraiment stimulant pour moi. Mmh. Et je suis même passée par le burn-out où, j'étais vraiment déconnectée. Je peux donner un exemple, où j'étais dans une entreprise de génétique et puis on m'a demandé de prendre la relève et de monter un laboratoire de fécondation in vitro où il fallait que je fasse des tests aussi sur des embryons. Mmh. C'était quelque chose qui, collait pas à mes valeurs, pas à mes principes et donc quand j'ai dit non, c'était la catastrophe. Donc le chef d'entreprise, j'ai cru qu'il allait me virer. Ouais. Le chef d'entreprise, il savait plus, il m'a dit: «Mais tu sais même pas que tu fous ta vie en l'air, c'est pas possible». Voilà, ça a été très, très difficile pour moi. C'est vraiment pour moi, c'est quelque chose éthique. Et c'était dans tous les cas, dans ces 3 formes-là, il y a un point commun, c'est, on perd le lien à soi. Mmh. On n'est pas qui on est, peu importe, que ce soit le burn-out, le bore-out ou le brown-out. Et on parle beaucoup de, QVCT, de bien-être au travail, mais concrètement ça veut dire quoi être bien dans son job? Ça, c'est une question très difficile parce que les gens ne se rendent pas compte. Les gens croient que, être bien, c'est-à-dire faire ses tâches, se réveiller le matin, être à l'heure le matin au travail, faire les tâches demandées, être, dans gagner plus, gagner sa vie, alors que, on sait pas la définition de gagner sa vie, c'est triste parce que gagner sa vie, on l'a déjà gagné à notre naissance. Donc C'est en vrai. fait, c'est quand on dit gagner de l'argent, mais pas gagner sa vie, parce que sa vie, on l'a déjà gagnée. Et en fait, c'est soit on fait des tâches qu'on aime bien, donc ça, c'est vraiment dire: «OK, ça me stimule, je suis content, ça me pousse, ça me motive, je me sens bien, j'ai une bonne relation avec le chef, je suis très à l'aise, je sais dire stop et je sais m'investir, mais en même temps, je sais aussi freiner pour me dire, OK, que j'ai aussi une vie familiale ou sinon j'ai une vie privée». Mmh. Mais aujourd'hui, être bien au travail, c'est hyper compliqué parce que, les gens sont de plus en plus ils croient qu'ils sont bien parce qu'ils croient que ça, c'est la normalité et après on tombe dans les concurrences les uns contre les autres. Mais en fait, la question se pose, bah, qui sommes-nous en fait? Si on Est-ce qu'on est bien aligné avec nous-mêmes, et est-ce qu'on est bien aligné avec ce job-là où nous sommes? Mmh. Et puis s'il y a pas de symptômes, si on se sent bien, il y a aucun symptôme, on va tous les jours, on fait nos tâches, on revient à la maison, on n'a pas de symptômes, on ressent rien, tout est OK, tout est normal. Bah, ça veut dire on est satisfait, on est content, on est bien avec ce qu'on a. Ça veut Mmh. pas dire qu'il faut pas tout le monde a envie de monter des grades, des échelles. Oui. Il y a certaines personnes qui sont contents par des petites tâches comme ça, par un petit travail et puis c'est OK. Mais en Mmh. fait, quand le corps commence à nous parler, on commence à avoir des symptômes, quand, il y a quelque chose, une tristesse, une colère, une frustration, une émotion qui monte, ben c'est là où on se pose la question, ben on n'est pas content au travail. Donc il y a quelque chose Mmh. qui ne va pas. Oui, justement, j'allais te demander quels sont les signaux d'alerte selon toi ou les plus courants que tu as l'habitude, d'entendre, d'un salarié ou d'un manager par exemple, qu'il il devrait repérer mais avant de craquer? C'est en fait, le matin, quand on se réveille pour aller au travail, on a un mal de ventre. Qu'on arrive le dimanche et on dit: «Ah mince, demain c'est lundi. Ah, bon, OK, voilà, il faut que je me traîne pour aller au travail». Quand, on commence à tomber malade, très souvent, que ce soit un rhume, que ce soit des maux de ventre, que ce soit, peu importe, une fatigue chronique, un aide comme on vient au travail et on se pousse pour, voilà, on est assis, on est présent, mais on n'est pas présent. On a des oublis, donc
je sais plus, ah bon, enfin il y a des managers, par exemple, un cas concret, le manager, il a oublié que son employé était en congé aujourd'hui. Donc il lui écrit des messages pour le solliciter parce qu'ils avaient une réunion. Ouais, mais bon, il est en vacances. C'est ça. C'est des signes quand même. Il faut faire attention aux oublis, aux symptômes, au fait qu'on est souvent malade, ou sinon on est malade, mais on vient quand même. Enfin, moi, Ouais. dans l'entreprise où je travaille encore à mi-temps, il y a même des chefs qui sont malades, enrhumés, mais qui travaillent quand même. Et j'ai 42 fièvre, mais je travaille quand même, j'arrête pas. Je vais au bout du rouleau. Et donc, il y a aussi l'approche émotionnelle dans tout ça. Pourquoi on a du mal encore à écouter nos émotions et surtout dans le cadre du travail? C'est quelque chose les émotions, c'est difficile parce que plus on est en contact avec nos émotions et ça fait peur. Donc il y a quelque chose qu'on contrôle plus, qu'on ne gère plus. Donc pour rester dans le contrôle, donc on fait abstraction de ce qu'il y a. Ah ben non, ça va aller. Non, non, c'est pas grave, ça va aller, on continue quand même. Et en fait, ça dépend aussi ça dépend aussi des domaines. Si je Mmh. parle de mon expérience dans le domaine scientifique, mais c'est pareil pour dans les domaines d'ingénieurs et plein de domaines. On refuse de se connecter à ses émotions parce qu'il faut rester dans le rationnel. On a un principe, il faut y aller. On a une théorie, il faut la faire. On travaille, c'est travailler, travailler, travailler parce qu'il faut gagner sa vie. On n'est pas habitué à ce principe où on dit life balance. Non, ça n'existe pas. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on assure. On s'identifie suite à notre travail. Donc le travail est notre identité. Comme on ne sait pas qui nous sommes, donc du coup notre travail, ça va être notre identité. Et comment toi d'ailleurs tu conseillerais quelqu'un, parce que c'est quand même assez dur de parler de ses émotions dans ce cadre du travail justement. Comment on pourrait dire à notre supérieur qu'on se sent pas forcément bien émotionnellement? Il faut vraiment être bien avec soi-même et Mmh. vraiment être bien aligné avec soi-même et être humble pour Mmh. pouvoir en parler. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Auparavant, je pouvais pas dire, c'était pas possible, je me sentais pas bien. Mais aujourd'hui, j'étais avant d'entamer ma carrière de thérapeute, et je disais à mon chef, bah, là, je m'ennuie, ça va pas, j'ai besoin de plus de tâches pour me stimuler, je sens que le projet n'est pas en correspondance avec moi. Et il était vraiment à l'écoute. Parce qu'en fait, la technique que j'ai utilisée, il y avait vraiment c'est pas de la haine ou de la colère ou non, non, j'ai utilisé la communication non violente. Donc j'ai commencé par dire ce que j'observe. Je lui ai dit que j'avais envie d'être honnête et authentique avec lui, ce que j'ai observé, ce que je ressentais et mon besoin, ce que c'était. Et est-ce qu'il y avait un mode d'action, un moyen pour, et en fait, il a écouté. Il était même, «Ah mais comment on va faire pour stimuler plus, pour voilà te donner plus de tâches?» Et parce qu'il voulait pas me perdre, parce qu'il savait mon potentiel Mmh. et moi j'avais pas envie de le perdre parce que je l'aime bien en tant que chef. Mmh. Et il y avait cette relation de confiance, de compréhension entre nous 2. Et cette communication non violente, ça marche. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres cas. Après, moi, je parle d'un cas, voilà, général où tout va bien. Mais après, si on veut prendre les cas par cas, ça va être autre chose parce qu'on peut tomber sur des chefs narcissiques, on peut tomber sur, des chefs contrôleurs, des qui font des micromanagement. C'est une catastrophe après, que ce soit une chef, femme ou homme, on peut avoir différents, scénarios. Et tu crois que c'est possible pour un salarié de retrouver de l'énergie, de la clarté mentale, sans forcément tout plaquer ou prendre, un mois de pause? Oui, c'est possible, mais ça va être à dose homéopathique. Mmh. Parce qu'en fait, comme ça, du jour au lendemain, changer une habitude, c'est très difficile. Oui. De se dire: «OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je veux me remettre en question?» Donc vraiment à dose homéopathique, de se dire: «OK», de faire le point. Moi ce que j'aime bien, c'est Pomodoro timing. C'est-à-dire qu'il y a c'est une technique, c'est un Italien qui l'a créée, c'est la technique de la tomate, Mmh. minuteur. Donc on travaille 25 minutes et on fait 5 minutes de pause. Et ça, ce Mmh. sont des tâches qu'on n'aime pas faire. Et moi-même qui n'aime pas faire l'administration, donc j'utilise cette technique, juste le fait de commencer. Et après 25 minutes, après 5 minutes, moi je dis: «OK, on fait même pas 25 minutes, on commence 5 minutes et après on stoppe, mais après 5 minutes, on y va davantage et davantage». Et en fait, ce sera pareil pour, quelqu'un à dose homéopathique, de se remettre en question. Donc de prendre chaque jour juste vraiment 5 minutes, de faire juste de regarder la journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce qui se passe? OK, je sens une gêne. Qu'est-ce qui se passe avec cette gêne? Est-ce que je peux me permettre de me faire accompagner? Est-ce que Mmh. je peux me permettre de me dire: «OK, j'ai besoin d'une aide»? Ouais. Parce que parfois, quand on est tout seul, on tourne en rond, on est dans un cercle vicieux, ça va être difficile. Mais déjà, si on se pose la question et on fait, cette technique 5 minutes chaque jour
pour se remettre en question et de dire comment ça s'est passé ma journée et de refléter, de faire cette réflexion, de voilà, d'écrire peut-être ou juste d'être assis avec soi-même ou voilà, de se dire bon, ok, qu'est-ce qui se passe? En quoi ta double approche, donc la naturopathie, la gestalt thérapie, peut-elle faire une vraie différence dans le quotidien d'un professionnel, donc un salarié ou un manager par exemple? C'est une double approche qui est très intéressante parce que on accompagne avec la psychosomatique. C'est-à-dire qu'il y a une fatigue chronique, il y a un manque de vitalité, des maux de ventre, des problèmes de digestion, des problèmes de musculaire. Donc ça, c'est corporel. Donc Mmh. là, c'est là où la naturopathie, par exemple, avec ma pratique avec la microimmunothérapie ou les champignons médicinaux, ben, on peut accompagner pour travailler sur redonner de la vitalité avec une certaine hygiène de vie. Mmh. Et là où c'est très intéressant aussi, c'est de comprendre cette symbolique, c'est de comprendre vraiment la profondeur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on ressent tout ça? Qu'est-ce qu'on essaye de chercher? Parce que on a un manque de confiance en soi, parce que notre travail, c'est notre identité, on ne sait pas qui nous sommes, on n'est pas aligné avec qui nous sommes, parce qu'on se cherche, parce qu'on veut plus d'argent, parce qu'on recherche la reconnaissance, etc., etc. Donc il y a plein de messages psycho-émotionnels, Mmh. psychosomatiques qui sont super intéressants et qui nous bloquent en fait. Soit on avale nos émotions, ah Mmh. ben non, 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 je ressens rien, on avale, mais quand même, ça me ronge de l'intérieur. Mmh. Et en fait, c'est cette approche-là, avec la gestalt thérapie, où on peut aller vraiment plus loin pour essayer de comprendre ces mécanismes, ces blocages et mettre vraiment de la conscience. Et ça, c'est super parce qu'il y a une sorte de libération, bah, si on l'accepte, il y a une sorte de libération, cette prise de conscience, c'est magnifique. Voilà, Donc si un DRH ou un manager nous écoute aujourd'hui, par où est-ce qu'il peut commencer pour améliorer durablement le bien-être de ses équipes? déjà, c'est essayer de mettre des entités, des moments pour communiquer, déjà pour écouter le mal-être de ce qui se passe. Donc être à l'écoute, certes, mais aussi mettre des petits changements réguliers. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, on fait des retraites, on va un week-end, on travaille la communication, le team building, etc. Et après, on revient dans notre quotidien Mmh. de tous les jours, et après, bah, rien ne change. Mmh. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le RH, ce qu'il pourrait faire, c'est que écouter d'une part, donc être ouvert à écouter, entendre l'employé, écouter, entendre le manager et de voir comment installer cette écoute, cette transformation au fur et à mesure. Peut-être faire des jours fixes, une fois par semaine. Peut-être faire une fois par semaine, 1 heure, que toute l'équipe se retrouve et faire des petits exercices de team building. C'est par exemple de se dire, OK, si ça ne va pas, si l'employé n'arrive pas à s'adapter, par exemple, peut-être aller vers le chef, qui le chef pourrait après voir avec l'employé directement si lui, il peut mettre des petits changements. Mais c'est vrai que la communication est très, très importante. Et vraiment, la communication non violente, c'est un superbe outil parce que ça permet de mettre en place, de se dire, c'est pas moi, 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 non, c'est observer qu'est-ce qui se passe. J'observe, je ressens, je sens que c'est pas que c'est mon ressenti parce que chacun a ses propres lunettes, chacun a sa perspective, chacun a sa façon, son bagage, hein, a sa façon de voir les choses. Et par exemple, de mon point de vue, je ressens que mon besoin est ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre en action tous les trois? Voilà. Tous les trois ou à toute l'équipe ou Mmh. voilà. Mais peut-être aussi rajouter que pas tout le monde est fait pour être auto-entrepreneur et c'est OK. Et Mmh. c'est OK, on peut toujours être employé, il y a rien de mal à c'est pas parce qu'on est auto-entrepreneur qu'on est courageux ou on est plus courageux, non. Il y a toujours une insécurité en étant auto-entrepreneur qui doit toujours être retravaillée. Mais même en étant employé, on peut toujours faire un emploi qu'on aime et qui soit aligné avec nos valeurs et que ça se passe très bien. Et c'est vraiment être aligné avec ce qu'on veut. On n'est pas tous faits pour être coach et c'est très bien d'ailleurs Mmh. parce que, voilà, il y a des coachs qui ne doivent pas être des coachs non plus. Et juste se reconnecter à soi. Parce qu'il y a même des personnes qui ont envie d'être dans le manuel et qui n'osent pas quitter l'entreprise pour être dans le manuel, par exemple, ou voilà, d'être Mmh. dans le tricoté ou peu importe. Donc c'est juste se retrouver, de savoir qui vraiment nous sommes par rapport à nous-mêmes, en fait. De se remettre en question de ce qu'on veut vraiment et de là où on veut et arriver, en fait. Pourquoi on est là sur cette terre? Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, d'achever, qu'est-ce que j'ai envie d'aboutir? Mmh.